Mesdames, Messieurs, salut et bienvenue à ce magazine consacré à la santé. Aujourd'hui, nous parlerons du financement basé sur la performance. En anglais, Performance Based Financement, dont le diminutif donne PBF. Le bilan dans la région de l'Adamawa, nous allons parler et ce sera avec l'agence de contractualisation et de vérification ACV. En posture d'invité pour répondre à nos multiples questions, le docteur Altine Fadimatou. Merci de répondre à nos questions, docteur. Bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes manager de l'ACV. Avant de parler du bilan des réalisations du PBF dans la région de l'Adamawa, dites-nous déjà, c'est quoi? Quelles sont ces missions? Merci de nous donner l'opportunité de pouvoir parler de notre structure déjà et de ce que nous faisons. Donc, nous sommes une agence de contractualisation et de vérification du groupement d'intérêt public dénommé Fonds régional pour la promotion de la santé. Nous sommes en charge de la mise en œuvre des activités du financement basé sur la performance. En fait, c'est une réforme du système de santé, donc qui vise à améliorer la qualité des soins et aussi la quantité, puis aussi de prendre en charge les vulnérables dans les limites des moyens disponibles. Donc, il faut le dire de façon concrète, c'est-à-dire l'agence de contractualisation mais les formations sanitaires, c'est-à-dire les centres de santé intégrés, les hôpitaux de toute la région de l'Adamawa sous contrat de performance, donc avec obligation de résultat, et ces formations sanitaires reçoivent des subventions en fonction des résultats atteints, c'est-à-dire dorénavant, chaque structure reçoit un financement, une subvention en fonction de ce qu'on appelle subside de ses résultats. Ça veut dire quoi? Une structure qui reçoit 1000 malades recevra des subventions à hauteur de 1000 malades et une structure qui reçoit juste 2 malades recevra un financement à hauteur de 2 malades. Donc, c'est l'équité. Et ça, c'est très important, ce qui n'existait pas avant avec les cartons parce que toutes les structures d'une même catégorie, d'un même niveau, reçoivent le même montant. Que vous recevez 100 malades ou 1 malade, c'est le même montant que vous recevez. Donc, c'est en gros, mais l'agence ne travaille pas seulement dans le domaine de la santé, mais signe également des contrats de performance avec les centres d'état civil, en l'occurrence la mairie des arrondissements de Ngaoundéré 1er, 2e et 3e, aussi bien les centres, les mairies et les centres secondaires, dont chaque mairie a 2 centres secondaires, et la communauté humaine, c'est-à-dire la mairie de la ville. Tous ceux qui signent les actes de naissance, de mariage et de décès, parce que voici ce qu'on cible. Donc, l'idée ici, c'est de pouvoir améliorer la qualité des actes d'état civil. Tous les actes, parce qu'on a constaté que les actes de naissance n'étaient pas bien élaborés. Il y avait beaucoup d'incohérences, beaucoup de manquements là-dedans. Ça, peut-être, c'est en vue de la sécurisation de la nationalité et l'amélioration de tous ces faits. Et puis, les décès étaient aussi sous-déclarés, c'est-à-dire on ne savait pas combien de gens sont décédés et tout, mais dorénavant, il est possible pour les arrondissements où nous travaillons. Et ceci, c'est depuis 2018. Le PBF avec le secteur de l'éducation, que nous avons aussi commencé depuis avril 2022. Donc, pour la santé, on travaille dessus depuis juin 2016, mais effectivement avec les formations sanitaires à partir de septembre 2016. Et qu'en est-il de vos relations avec le Bureau national de l'état civil dans le diminutif d'ONBUNEC? Nous avons des bonnes relations puisque et ces relations sont bien codifiées. Chacun a son rôle à jouer. Donc le BUNEC, c'est le régulateur, c'est-à-dire, vous voyez, c'est comme dans un match de football, il y a un arbitre et puis il y a ceux qui jouent. Bref, chacun a son rôle. Eux, ils sont là pour s'assurer que les règles, les lois, les textes sont respectés en matière de chaque fait d'établissement des faits d'état civil. Ils évaluent la qualité des prestations de ces centres, c'est-à-dire ils vont venir regarder la propriété, l'archivage. Est-ce qu'on respecte, est-ce que celui qui a signé l'acte a qualité et ainsi de suite. On va vérifier. Et notre rôle, c'est de signer des contrats et de vérifier, c'est-à-dire le mécanisme, comment ça se passe concrètement. C'est-à-dire la structure sous contrat de performance déclare, j'ai fait tel nombre de prestations, j'ai fait tel nombre de consultations, tel nombre d'accouchements, tel nombre d'actes de naissance, ainsi de suite. Et nous, on vérifie. Et lorsque il y a une différence de plus ou moins 10%, ça annule, ça fait 0. Donc, on a obligation de dire exactement ce qu'on a fait.
pour bénéficier de la subvention. Donc, il n'y a aucun intérêt à mentir, à gonfler les chiffres. Et lorsqu'on vérifie, on s'assure que toutes les informations qui devraient être renseignées dans le registre, les différents registres, c'est bien fait et c'est fait par la personne habilitée à le faire. Parce que dorénavant, les soins doivent être faits par des personnels qualifiés, c'est-à-dire des infirmiers, ceux qui ont un bac plus 3 minimum. Donc, ce n'est plus les aides-soignants ou je ne sais pas, mais c'est des personnes qualifiées, les accouchements et tout. Donc, je pourrais vous dire comme ça pendant des heures. D'accord, on va aller sur la troisième question. Voilà. Y a-t-il une possibilité de faire le point sur le personnel recruté dans la région et surtout les infrastructures, voilà, et les équipements? Oui, la situation du personnel recruté. Bon, nous allons les classer peut-être en deux. Il y a le personnel qualifié, c'est le plus important, c'est-à-dire les infirmiers, les médecins. On a recruté dans la région de la Lande presque 200 personnels qualifiés depuis 2016. On peut dire aujourd'hui, avec certitude, que dans toutes les formations sanitaires, il y a au moins un personnel qualifié. Donc, et le reste, il y a plus de 500 personnels aussi non qualifiés recrutés. Parce que ceux-là, les personnels non qualifiés, c'est les aides-soignants, c'est les gardiens, parce que avant les structures n'étaient pas sécurisées, c'est-à-dire il n'y avait pas un gardien qui restait à l'hôpital, mais dorénavant, il y a un gardien. Il y a des agents d'entretien pour la propreté, puisque c'est vraiment l'accent. On ne peut pas parler de qualité sans parler de la propreté, de l'accueil et tout. Donc, il y a aussi des caissiers, des secrétaires recrutés. Vraiment, c'est le nombre de ressources humaines, le nombre de personnel a changé dans les formations sanitaires. Avant, même quand on allait en supervision ou en coaching, on avait à peine un interlocuteur. Mais maintenant, on a minimum 3, voire 5 et plus dans certains centres de santé. Alors, docteur Altine Fadimatou, quelles sont les spécificités de la région et ce dont vous êtes le plus fier? Les spécificités de la région, c'est d'abord, vous voyez, la surface, c'est-à-dire l'étendue du territoire qui est quand même, c'est la 3e région la plus vaste. Et aussi une faible densité au kilomètre carré, parce que c'est la deuxième région la moins peuplée. Et aussi l'enclavement, parce que nous avons des zones difficiles d'accès, que ce soit en saison de pluie ou en saison sèche, il y a des zones difficiles d'accès, l'état des routes, des rivières, par exemple, à Tignières, il y a des zones pour arriver, nous devons traverser 53 rivières et tout. Vous voyez que c'est pas évident. Vous pouvez pour faire 100 km, vous faites 5 heures de route en saison de pluie, parce que ça, l'état, oui. Donc, voici les spécificités. Et aussi, l'autre spécificité aussi, c'est une conséquence du niveau de vie socio-économique de la population. Parce que c'est une population qui fait partie quand même des populations les plus pauvres, s'il faut l'appeler ainsi, du Cameroun. Donc, ça fait que vraiment tout est à cette image. Concernant ce dont on est le plus fier, c'est d'avoir pu faire bénéficier ou implémenter le financement basé sur la performance dans toutes les localités. Alors, c'est-à-dire de la région, dans tous les villages où il y a une formation sanitaire. Et l'expérience qui m'a beaucoup touchée, qui m'a beaucoup marquée, c'était quand on était allé en 2016 à Dion. Donc, c'était, je crois, vers des villages du côté de Gargapela et autres. Le jour qu'il fallait, c'est-à-dire l'investissement choisi par le responsable de la formation sanitaire, c'était d'électrifier le centre. Parce que de nos jours, on peut dire que tous les centres de santé ont une source de lumière dorénavant. Donc, c'était la première fois que la lumière allait s'éclairer dans ce village-là. Et l'équipe était en place. Tous les villageois étaient là et attendaient voir jusqu'au chef du village, voir comment la lumière là allait s'éclairer, se donner, c'est-à-dire comment le centre allait être éclairé. Ils sont restés jusqu'à la tombée de la nuit et quand la lumière est arrivée, c'était la fête, c'était la danse, c'était émouvant. Et nous-mêmes, quand on a appris cela,
toute la fatigue, parce que vous savez, faire tous ces kilomètres, c'est pas évident. Toute la fatigue, vraiment, le poids a beaucoup baissé, c'est-à-dire on s'est senti soulagé subitement. C'est comme si on n'avait pas beaucoup travaillé. Et quel était le sentiment qui vous animait en cet instant précis? Non, c'était un sentiment de joie d'avoir contribué, d'avoir accompagné ce responsable de formation sanitaire à obtenir son BAQ. Le choix du BAQ qui a été fait, qui était approprié. Parce que vous savez, un centre de santé, il doit avoir une source de lumière, une source d'approvisionnement en eau, la gestion des déchets. Ça, c'est des choses basiques. En plus, maintenant, du plateau technique. Donc, l'autre chose qui m'a marqué, c'est que le visage des formations sanitaires de la région de l'Adamawa a changé. Quand je dis le visage, c'est-à-dire le bâtiment, il y a eu beaucoup de réhabilitation parce que certains bâtiments étaient abandonnés carrément, de réhabilitation, d'équipement, aussi bien en termes d'infrastructure, c'est-à-dire ils ont conçu des maternités. L'exemple que je peux vous prendre maintenant, puisqu'on est à Landéré, au CSI de Boumdjéré. Avant, il n'y avait pas les accouchements. Si vous vous renseignez jusqu'en 2018-19, on ne faisait pas les accouchements là-bas. Mais dorénavant, on fait les accouchements, les femmes accouchent là-bas en un nombre vraiment que vous ne pourrez imaginer, plus de 700 accouchements. Alors, et nous savons que le principal problème dans ces régions aussi, c'était la mortalité maternelle. Et on ne peut pas parler de mortalité maternelle sans regarder où est-ce que les femmes accouchent et comment les enfants sont pris en charge. Donc, vraiment, c'était en termes de plateau technique, ressources humaines, infrastructures, équipements, et même en termes de petits matériels et tout, ça a été une explosion. C'est allé très vite. Ça a permis aussi de pouvoir accréditer beaucoup au chèque santé, de pouvoir accréditer beaucoup de formations sanitaires parce que le chèque santé a des conditions. Pour être accrédité, il faut avoir une sage-femme ou un infirmier accoucheur, il faut avoir une table d'accouchement, il y a un minimum. Et ça a permis à cette structure d'acheter, de s'équiper et tout, de recruter et de pouvoir se mettre aux exigences du chèque santé et d'être retenu. Donc, c'est aussi une synergie d'action parce que, vous voyez, ça a permis d'améliorer la source de collecte de données, les registres de consultation. Avant, dans les formations sanitaires, vous avez juste 3 registres, consultation, accouchement et vaccination. Mais maintenant, les gens ne savent même pas qu'il fallait le registre de petite chirurgie, le registre d'hospitalisation, de tout type de soins. Donc, les registres sont bien et tout le monde peut aller collecter les informations dans ces registres, avoir le même chiffre, les mêmes données, parce que toutes les informations figurent. L'archivage des données, c'est-à-dire de ces registres, maintenant, dorénavant, c'est très important. On ne retrouve plus les registres dans les couloirs ou chez les vendeuses de beignets, mais c'est bien rangé et des structures ont un lieu pour archiver tous ces documents. La gestion des ressources humaines, c'est-à-dire ça améliorer la bonne gouvernance. Dorénavant, dans toutes les formations sanitaires, il y a des réunions mensuelles, c'est-à-dire on s'assoit une fois par mois, à la fin du mois, pour faire le bilan. On a fait combien de prestations? Tel service, chaque service défend. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que on atteint les objectifs ou pas? Chacun voit et devant ses résultats. Et on évalue et on voit, oui. Après tout ça, qu'est-ce que nous avons produit? Qu'est-ce que nous avons dépensé? Et comment on compte l'utiliser? Donc, ensemble, les gens décidaient et chacun pouvait aussi, par la suite, savoir est-ce qu'il y aura des primes de motivation ce mois-ci ou pas. Donc, ça, comme le financement basé sur la performance encourage l'autonomie de gestion, donc, en interne, ils décident ensemble ce qu'ils vont faire, quelles sont les prestations à faire, qu'est-ce qui n'a pas été beaucoup fait, c'est-à-dire comme la malnutrition, par exemple, dans la région de l'Adamawa, c'est un réel problème. Avant, on n'avait même pas de données. On avait moins de 3%, mais maintenant, la prise en charge est à plus de 12%. Et on prend en charge les malnutris. Donc, ça permet au chef de sang de dire que, mais pourquoi ce mois-ci, on n'a pas eu de prise en charge d'enfants malnutris? Pourquoi le service de maternité n'a plus beaucoup de patients? Et aussi de prendre en compte l'observation de la vie de la population, de la communauté. Alors, docteur, à vous entendre, là où le PBF passe, le développement suit. Vous confirmez avec exactitude? Tout à fait. Là où le PBF est passé,
la formation sanitaire s'est développée. Et c'est pas seulement dans la formation sanitaire, mais aussi, vous savez, l'économie et aussi l'état de santé de la population aussi joue sur l'économie locale. Et le fait de pouvoir devenir, c'est-à-dire de faire en sorte que les structures génèrent plus de ressources, reçoivent plus de subventions, ils vont payer des personnels qui habitent dans ces communautés, qui vont faire des achats, des investissements dans cette communauté et par conséquent, l'économie locale aussi se développe. Donc les centres de santé ont dorénavant un standard. Vous allez voir un centre de santé qui a la lumière, qui a l'eau, des carreaux, un système de stérilisation, de gestion des déchets, des lits modernes avec des draps. Vous voyez ce qui n'existait pas avant, quel que soit le niveau où vous vous situez. Donc, l'hygiène, tout est vraiment, on peut dire que on a atteint un niveau acceptable à ce jour. D'accord. Vous avez contribué à résoudre quel problème en particulier dans Ngaoundéré? Je dirais dans la région, nous avons pu résoudre le problème des ressources humaines en personnel qualifié parce que si la période de grâce n'était pas accordée et l'opportunité à travers le bonus d'amélioration qualité pour le recrutement du personnel qualifié, ce que beaucoup de structures de la région ne seraient pas éligibles parce que la condition, c'est que les prestations soient faites par des personnels qualifiés, donc des infirmiers ou des médecins en fonction du niveau du plateau technique où on se trouve. Donc, nous avons pu résoudre cela et donc, par conséquent, améliorer le capital humain, c'est-à-dire les responsables des formations sanitaires ne sont plus seulement responsables des formations sanitaires, ils sont dorénavant des managers. Ils savent que je dois bien prendre en charge mes malades pour qu'ils reviennent demain et que c'est une source de recouvrement de coûts et qu'à travers ces malades, je pourrais mieux équiper mon centre, améliorer et je dois dorénavant prendre en compte leur suggestion parce que c'est pour eux que nous travaillons. Donc, dorénavant, ils le savent, ils savent comment utiliser le peu de ressources mises à leur disposition pour acheter le minimum et faire fonctionner leur structure. Nous avons également dans ce studio quelques bénéficiaires qui vont nous donner leur témoignage. Moi, c'est Monsieur Issa Jean Conmoné. Bon, je suis couturier en fait. C'était du ciseau qui m'avait perforé la main et j'ai saigné beaucoup. Je m'étais rendu à Serbol, l'hôpital de Serbol qui est à Bamianga parce que c'est plus proche de chez moi. On m'a pris à l'accueil et on m'a prodigué des soins. On m'a fait des pansements. C'était pas facile parce qu'il y a une jeune femme qui a vu comment j'essayais beaucoup. Parce qu'elle était sur d'autres personnes. Elle est venue vers moi et elle m'a prodigué des pansements. Et elle m'a donné des antidouleurs. Il y a un comprimé rouge là qu'elle m'a donné, elle m'a prescrit. Et entre-temps, elle m'a d'abord laissé en observation. Et elle m'a demandé de rentrer et le lendemain de revenir. Oui, les médicaments sont abordables. Les médicaments sont abordables. Et à l'intérieur de la formation sanitaire, il y a une pharmacie. Elle a fait une ordonnance. Comme j'étais allé avec un de mes petits frères, il allait à Chiti. Le cadre de l'hôpital était bien et c'était propre aussi. Le personnel veillait à nous, en fait. Il veillait à nous, il prenait attention. Je suis prêt à conseiller quelqu'un. Je souhaiterais, oui, parce que au niveau de l'accueil, c'est bon. Chose qu'on ne trouve pas dans d'autres formations sanitaires. Parce que c'est ça un peu la partie visible de l'iceberg. Je m'appelle Gorboulbe Ruth Rosette Sorel. Je me suis rendue à l'hôpital régional parce que je me sentais pas bien, j'avais un palu. C'est ma tante qui m'avait amenée à arriver là-bas. Bon, la présentation, on ne s'est pas quand même trop reçu directement. On a dû insister auprès des infirmiers qui sont venus nous recevoir. On m'a mis dans une salle. 2 hommes sont entrés, ils ont voulu m'examiner. Ils ont pris mon sang, mes urines pour faire des examens et ils ont constaté que mon palu était élevé. Je suis restée, j'ai un peu mis long là-bas à l'hôpital, on m'a prescrit des médicaments. Bon, le constat que j'ai eu à faire là-bas, c'est juste que c'était un peu sale, il y avait des mauvaises odeurs, les toilettes n'étaient pas vraiment abordables. Et c'était pas quand même, tout le monde n'était pas quand même sympa. D'autres étaient quand même méchants, d'autres parlaient bizarrement, on ne sait pas quand même parler, on ne sait pas quand même comment parler aux patients, mais d'autres quand même savaient quand même comment parler. Donc, j'ai dû passer 1 semaine là-bas, sous perfusion. Les produits qu'on m'a vendus là-bas, c'était quand même abordable par rapport dans d'autres
Oui, je peux quand même recommander parce que ce n'est pas quand même, on peut pas quand même, c'est pas tout le monde qui est quand même mauvais là-bas. C'est juste que il y a certaines personnes qui ne pensent pas quand même parler aux gens. Donc, c'est quand même recommandable. Si c'est qu'une personne est malade. Moi, je suis allée à l'hôpital régional ici à côté. Donc, je peux quand même recommander une personne, mais c'est juste que l'hygiène n'est pas quand même bien. Bon, pour un changement, j'aimerais quand même on fasse quand même plus de ménage dans les chambres des malades, toilettes quand même. Il faut quand même avoir de l'eau lorsqu'un malade vient quand même pour pouvoir se mettre à l'aise. Moi, c'est Madame Yugouda. Je viens du centre de santé de Savongari. Je suis point focal PPF. Par rapport au PPF, le PPF, c'est quoi? C'est le financement basé sur la performance. C'est le financement basé sur quand on dit financement basé sur la performance, c'est-à-dire dont vous produisez et le PPF vous rembourse. Et puis, maintenant, avant le PPF, les centres de santé étaient sales. Maintenant, le centre de santé est propre. On a recruté les agents d'entretien pour rendre l'hôpital propre. Quand le patient vient, le patient est à l'aise. Et le PPF nous a aussi permis d'aller vers notre population, de recenser un peu leurs besoins et de leur sensibiliser par rapport aux soins de santé. Et par exemple, de garder leur environnement propre, de dormir peut-être sous les moustiquaires, de les amener aussi à fréquenter les hôpitaux. Si quelqu'un est malade, on dit non, il faut aller à l'hôpital, il n'y a pas de souci. Même si tu n'as pas les moyens, on va t'aider. Donc le PPF a aussi pris en compte les indigents. Et maintenant, selon les revenus que le PPF nous verse, on s'assoit, on décide à travers l'outil indice chaque mois, c'est-à-dire notre outil de gestion et de transparence. Qu'est-ce qu'on a produit? On a produit peut-être 1 million. Le mois prochain, il faudra qu'on aille, voilà comment on a fait. Voilà le service qui ne donne pas peut-être. Il faudra qu'on ait le plan d'action, par exemple, par rapport à la planification familiale. On lance les campagnes peut-être gratuites, ça va nous amener les femmes à venir. On fait les campagnes gratuites et ça nous rapporte de l'argent. On voit un peu peut-être le mois, c'est là pourquoi tel service, ça n'a pas donné. Peut-être on n'a pas bien fait la sensibilisation, peut-être en vaccination. On voit que les chiffres sont petits. Qu'est-ce qui se passe? Il faudra mieux sensibiliser les mamans, les mettre en confiance que voilà comment on doit faire. Et par rapport aussi à l'accueil, le malade est bien accueilli maintenant. Avant PPF, les registres étaient très mal tenus. Il n'y avait même pas d'abord les registres. Maintenant, on a les registres. Le registre d'hospitalisation, il n'y avait pas, par exemple. Le suivi de croissance, la malnutrition, par exemple. Et maintenant, le circuit du malade est bien tracé. Dès que le malade vient à l'accueil, on l'oriente. Voilà comment ça se passe. Ils demandent même parfois, chez nous, les consultations sont gratuites. Ils demandent qu'on paye comment, parce que dans d'autres hôpitaux, voilà comment on dit que non, c'est gratuit. Voilà comment on le consulte. Donc, la file d'attente est devenue un peu pas très longue comme avant. Parce qu'avant, le malade s'asseyait, il s'impatientait. Non, dès qu'il arrive, on le reçoit à l'accueil. On le guide vers le service sollicité. Et là, le malade rentre, il est confiant. C'est bien que maintenant, avec le PPF, on a eu l'hospitalisation, on reçoit bien les malades. Donc, il y a le service de garde. Le malade est bien. Quand il finit même ses 2 jours d'hospitalisation, il dit que non, je suis bien ici, je ne veux plus rentrer. Laissez-moi encore un peu, non, c'est le week-end, non. Laissez-moi seulement, je rentre même lundi, par exemple. Et le personnel est tellement content qu'avant, il n'y avait pas à la fin du mois, il n'y avait pas la prime. On ne connaissait pas ça avant la venue du PPF. Maintenant, chaque mois, il y a la prime. Selon ta performance, selon ta responsabilité, selon aussi ton grade. Et il y a aussi les heures supplémentaires que le PPF nous fait payer. Avant, il n'y avait pas ça. Donc, on voit mais si tu es aussi absent peut-être, ou bien si tu es indiscipliné, on ne te paye pas aussi bien. Tu n'as pas ta prime. Nous remercions le PPF parce que le PPF a amené beaucoup d'améliorations dans notre fossé, vers notre population. Mais ce qu'on déplore aussi par rapport au PPF, c'est le retard des paiements. Si bien qu'on ne peut pas aussi réaliser certains, on puise nos réserves pour pouvoir faire certaines choses. Denis Djoulde, président de l'association locale CEPROSA, entendez Cercle des promoteurs de la scolarisation et de la santé.
Le projet PBF a été d'un apport tout à fait particulier dans le cadre des activités des ASLO qui ont contractualisé avec l'Agence de contractualisation et de vérification de la Damawa. Et cette activité nous a permis de descendre sur le terrain et de mener des actions communautaires auprès des populations dans le sens d'abord d'essayer de jauger et de vérifier les déclarations faites par les formations sanitaires. Est-ce que ces déclarations sont vraies? Est-ce qu'elles sont fausses? Ça, c'est une première chose. Une seconde chose, c'est d'évaluer le degré de satisfaction, n'est-ce pas, des populations bénéficiaires des soins qui sont administrés au niveau des formations sanitaires. Ce qui est important et qu'il faudrait relever et qui a apporté un changement, c'est que désormais, à travers donc le PBF, la voix de la communauté compte. Vous savez, on a l'habitude de dire que ce qui est fait pour vous, sans vous et contre vous. Mais pour une fois, ce qui est fait pour les populations tient compte de leur avis et de leur point de vue. Et nous pensons que c'est un aspect très important. Autre chose qu'on pourrait relever, c'est que nous avons constaté avec beaucoup de satisfaction l'amélioration des conditions d'accès aux soins de santé et de qualité des populations avec le financement basé sur la performance, dans ce sens que nous avons, à travers l'évaluation de satisfaction des patients que nous avons enquêtés, nous nous sommes rendus compte que leurs desiderata ont été pris en compte sur plusieurs aspects. D'abord, si vous voyez, vous allez constater que beaucoup de formations sanitaires ont amélioré leur plateau technique. Il y en a qui ont amélioré la qualité de l'accueil. Il y en a qui ont amélioré les infrastructures. Il y en a qui n'avaient pas d'éclairage au niveau de la formation sanitaire. Il y en a qui n'avaient pas de lits d'hospitalisation. Il y en a qui n'avaient pas de toilettes. Il y en a qui étaient dans l'insalubrité totale. Mais les déclarations des patients ont permis que nous, à notre niveau, nous puissions relayer ces informations. Et ces formations sanitaires ont été touchées. Il y a eu amélioration dans ce sens. Donc, globalement, il faut dire que le financement basé sur la performance est venu suffisamment améliorer les conditions d'accès des populations aux soins de santé. Peut-être s'il y a quelques aspects qu'il faudrait peut-être améliorer, je vais dire comme ça, qu'il faudrait améliorer, c'est d'abord le fait que au départ, il y avait une régularité dans ce que je peux appeler les paiements, parce que vous savez, il y a des subsides qui sont accordés à ceux qui s'occupent des activités de contre-vérification. Il y a, n'est-ce pas, une bonification qui est accordée aux formations sanitaires, et dès lors qu'il n'y a plus une régularité, dès que la périodicité de paiement n'est plus respectée, il arrive de temps en temps une démotivation. Mais globalement, je crois que s'il y a quelque chose à retenir, c'est que c'est un projet, ça c'est notre avis comme ASLO, qu'il faudrait continuer à accompagner, qu'il faudrait continuer à mettre en œuvre pour que nos populations puissent davantage bénéficier, n'est-ce pas, des avantages qui sont liés aux activités promues par cette structure-là. Alors, certaines formations sanitaires ralentissent encore le pas au lieu d'entrer dans ce rythme et dans cela. Oui, le message que je voudrais d'abord leur adresser, c'est d'abord, je voudrais qu'on continue par les sensibiliser. Vous savez, il faut continuer la sensibilisation, une sensibilisation accrue. Les gens sont réfractaires au changement. Ça, c'est la nature de l'être humain. Mais avec ce qu'ils voient auprès des formations sanitaires qui ont adhéré à l'activité, les changements, je vous ai dit, sont visibles. Il y a des formations sanitaires qui sont sécurisées aujourd'hui. Il y a eu des clôtures, il y a la propreté générale. Ces formations sanitaires sont plus fréquentées que celles qui n'ont pas
adhéré, n'est-ce pas, au projet. Ça veut dire que ceux qui ont accepté de contractualiser avec l'ACV, ceux-là ont quand même changé de manière de faire et se sont améliorés, sont devenus davantage professionnels. Et je crois que nous sommes en train d'aller dans un monde où le professionnalisme doit primer sur l'amateurisme. Et je crois qu'on peut continuer à les sensibiliser dans ce sens. Je suis Dr Abdourahmane Yaya, je représente le responsable de formation, je suis même le responsable de formation sanitaire de CSI de la MITA, en fonction depuis plus d'1 an. Donc, concernant le PBF a apporté sur le renforcement sur plusieurs plans. D'abord sur le plan structurel, le centre n'avait que quelques services. C'était basé uniquement sur la maternité, l'accueil et la médecine interne. Donc, grâce à PBF, depuis leur implémentation, nous sommes aujourd'hui équipés en d'autres services tels que la pédiatrie, tels que le laboratoire, et pas seulement en structure et même les équipements. Donc, avant, on ne réalisait qu'une douzaine d'examens. Aujourd'hui, nous sommes à 20. Donc, avec la contribution d'appareils, l'achat des appareils tels que la numération formule sanguine, l'appareil de biochimie et autres. Les autres salles qui étaient déjà là, nous avons pu faire le carreau, par exemple, le carrelé, mettre la peinture, et même les toitures de certains bâtiments ont été renouvelés. L'équipement aussi de maternité dans la salle d'accouchement, l'achat de certains lits d'accouchement et les lits de bébés, le suivi des postpartum. Et concernant l'accueil, à l'accueil aussi, nous avons pu instaurer et diviser en augmentant le nombre de consultations. Nous avons donc divisé en 2 salles. Et concernant l'évacuation des déchets, tout ça, c'est le PBF qui a pris la charge de la construction de la cuisine et les toilettes. Des toilettes, je crois, jusqu'à même 6 petites toilettes. 3 pour le côté des hommes et 3 pour le côté des femmes. Et c'est vrai qu'on avait eu un retard vraiment de subsides là qui nous a un peu paralysés, mais sinon on avait aussi prévu de faire beaucoup d'autres choses avec l'augmentation des salles et d'équipements. Donc ça c'est concernant le côté structurel. Maintenant concernant sur la population elle-même, le personnel. Avant on ne travaillait que peut-être avec moins de 20 personnes. Ce jour nous sommes à 36 personnels dans notre centre. Donc avec l'appui des PBF on emploie pas mal de gens. Et cela facilite aussi la prise en charge des personnes et les satisfactions dans leurs conditions de travail. Et actuellement, concernant les chiffres, donc je ne peux pas parler d'abord de chiffres de personnes, je vais d'abord parler des éléments qu'on a mis à disposition qui ont permis à ce que beaucoup de gens se retrouvent dans notre centre. Donc on employait aussi, en dehors des personnels qui sont dans le centre, il y a aussi les ASC, les agents de santé communautaire, qui font les descentes sur le terrain, accompagner avec le personnel même encore pour faire ce qu'on appelle les VAD, des visites à domicile. Donc, ils orientaient les malades avec les tickets. Chaque personne qui vient, on les motivait. Et eux-mêmes, ils sont aussi au nombre de 12 comme ça. Donc, grâce à leur appui aussi. Maintenant, tout ceci, c'est pourquoi? Pour amener plus de personnes et pour améliorer leur prise en charge. Ces jours, on se retrouve en moyenne dans les 900 consultations par mois, de 160 à 200 accouchements. Donc, même l'hôpital régional ne peut pas nous équivaler. Donc, on réalise, c'est pourquoi d'ailleurs toutes les autorités sanitaires qui viennent dans la ville ne font que parachuter chez nous parce qu'ils voient nos chiffres sont grands. Et parce que nous prenons en charge bien les femmes avec l'appui aussi des chèques santé. Donc, c'est vrai que les chèques santé, eux, on réalise d'abord les soins, les prestations en achetant les matériels. Par contre, comme on a dit, avec l'appui des agents de santé communautaire qui recensent aussi les matrones. En dehors des agents de santé communautaire, il y a les matrones, ce qu'on appelle les accoucheuses traditionnelles communément avant, qui effectuent les accouchements à domicile, ce qui augmentait les risques de mortalité maternelle-infantile. Donc, on a recruté ces femmes-là aussi. Donc, eux-mêmes
si je peux me permettre, je peux dire aussi maintenant, elles sont prises comme le personnel parce qu'elles sont totalement, elles travaillent totalement dans notre structure. Donc, c'est eux qui rétractent aussi. Pour elles, c'est uniquement les femmes enceintes. Elles recensent les femmes enceintes, elles les amènent à l'hôpital. On les suit jusqu'à l'accouchement et que le sexe santé les gère. Donc, du coup, ça, ce qui a boosté nos chiffres. Donc, on avait réparti par aire de santé. Mais, tellement qu'on fait des prestations comme il fallait, des gens qui se quittent même d'ailleurs pour venir dans notre centre. Du coup, on se retrouve avec l'estimation qu'on nous a donnée par rapport à la population, c'est-à-dire la femme enceinte, on se retrouve à un nombre peut-être à 200%. Après avoir écouté ces témoignages, quelles sont vos impressions, docteur? Oui, ce que les uns et les autres ont dit, c'est tout à fait cela. C'est-à-dire, vous savez, rien n'est parfait. Et puis, c'est les hommes, c'est-à-dire, c'est nous qui orientons, qui disons, le principe du financement basé sur la performance est clair, mais maintenant, ce qu'on en fait, ça, c'est autre chose. Alors, les retards de paiement, ça, c'est une réalité, parce que toutes les structures ont un problème de retard, même nous, agences de contractualisation et de vérification. Sauf que dans ce mécanisme, comme on dit en langage au quartier, mouiller c'est mouiller, il n'y a pas de mouiller sec, c'est-à-dire on est obligé de continuer à travailler même si on n'a pas reçu d'argent parce que on ne peut pas recevoir l'argent de ce qu'on n'a pas travaillé. Donc c'est un cycle, c'est vraiment un cycle. Concernant le témoignage sur l'hôpital régional ou d'autres structures, c'est normal, mais on vient de loin. Si on voit d'où on est allé, d'où on est parti en 2016 et où nous sommes aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'avancées. Avant, les patients n'avaient même pas de toilettes. Que c'est pas seulement à l'hôpital régional, mais partout dans tous les... Donc la première des choses qu'ils ont eu à faire, c'était de construire des toilettes et certains ont même genré ces toilettes, c'est-à-dire il y a pour hommes, il y a pour femmes. Tout le monde, dorénavant, il y a des toilettes, des agents d'entretien dorénavant qui font le ménage tout le temps. Et des espaces verts, vous allez constater même à l'hôpital régional, je vous invite à y aller, vous allez constater qu'il y a des espaces verts, des pavés. Bref, il y a eu un changement. Mais comme je dis, c'est pas, le processus, c'est pas achevé, ça ne peut pas s'achever, c'est un processus continu. C'est-à-dire, à chaque jour, dès qu'on a fini avec ceci, on entame ceci. Au départ, c'était les priorités. Il fallait même des bancs pour recevoir les patients, les mettre à l'abri du soleil, de la pluie, il fallait des toilettes, il fallait des lits, il fallait tout cela. Donc, il y a beaucoup de besoins, mais les ressources limitées. Donc, ça fait qu'on choisit qu'est-ce qu'on fait et progressivement. Et maintenant, avant, lorsqu'un patient arrivait à l'hôpital, il passait toute la journée et il n'y avait pas l'ordre de passage. Mais dorénavant, si vous arrivez en premier, vous êtes reçu en premier. C'est mieux organisé et le personnel est plus accueillant et tout et tout. Donc, tout ça, ça sera un processus. Mais le fait de dire qu'on a recruté du personnel qualifié ne veut pas dire qu'on a résolu tous les problèmes en termes de ressources humaines ou en termes d'infrastructures. Non. Quand je dis c'est un niveau acceptable, c'est là où nous sommes, mais il y a lieu de continuer. Mais déjà au niveau où nous sommes, les structures peuvent être accréditées pour le chèque santé, même la couverture en santé universelle, puisque ça a beaucoup contribué. Et maintenant, peut-être avec la suite, on pourra arriver plus loin. Mais les changements observés en ce laps de temps, aucun autre système ou aucun autre type de financement n'a pu amener vers cela aussi rapidement. Merci d'avoir répondu à nos questions, docteur. C'est moi qui vous remercie vraiment de nous donner cette opportunité de parler aussi bien du PBF, mais aussi de notre agence de contractualisation et de vérification. Merci. L'amélioration de la qualité et de la quantité des soins de santé des populations reste au centre des préoccupations du PBF. Les paiements des subsides aux formations sanitaires, les primes au personnel de santé sont aussi basés sur l'approche du service effectivement rendu en contrepartie. C'est tout pour ce magazine de Santé pour tous. À la prochaine.